Bonjour, bonsoir, nous nous retrouvons en ce week-end patrimonial de notre magnifique patrie. Je sors d'une petite visite dans l'un des villages de mon enfance et par conséquent il se trouve que je suis un tout petit peu ce soir puisque j'enregistre le podcast samedi 21 septembre pour le poster demain dimanche 22 septembre premier jour de notre nouvelle saison, l'automne, même si l'on a l'impression d'être en automne depuis plus d'un mois et demi. Mais donc je sors de ces journées patrimoniales dans l'un des villages de mon enfance et me voilà vous parlant un peu attaqué actuellement par la mélancolie légèrement tristoune, mais on va faire avec, puisque comme je l'ai dit dans l'épisode 3 si je ne m'abuse, le meilleur moyen de sortir de mélancolie, mini-déprime, petite anxiété ou autre, c'est de se remettre tout de suite en action. Donc je m'applique à moi-même ce que je vous dis. Mesdames et messieurs, bonjour, la rentrée sans ministre se poursuit, le sketch continue. Bonjour, bonsoir les loups et loulous et bienvenue dans l'émission Prof de droite. L'émission qui distribue des uppercuts éducatifs. Blah, avec élégance, bienveillance mesurée, plus de réenregistrement, bleh. Même quand j'ai besoin de me reprendre, et un mélange bien épicé de bonne humeur et de colère. Les high kicks de ce podcast feront valser en deux mouvements trois temps, bien des protège-dents des bords de Seine, jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique, dans le creux des vagues basques les plus fraîches, jusque dans les pâturages pyrénéens, jusque dans les assiettes grasses et juteuses, de Bretagne et du Nord, jusque dans les richesses du sud de la France, avec l'immense patrimoine de notre splendide pays. Tout ceci, enfin, en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Si tu n'es pas d'accord, pose-moi donc ton téléphone, fais l'effort d'écouter ce podcast jusqu'au bout, et prends donc un bretzel. Je ne parle évidemment pas des saloperies honteuses que l'on retrouve dans vos apéros, cette émission, puisqu'ici l'on tâchera au maximum, qui est un mot latin, de parler français durera une grosse heure et est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify. Ici, nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse. Oui, c'est une personnification de la société, puisque ce n'est pas la société qui doit disposer d'un corps sain et d'un esprit sain, mais bel et bien ceux qui l'habitent, c'est-à-dire vous. Jeunesse harmonieuse et équilibrée, donc, ce pour une nation éduquée et bien éduquée, bien sûr, afin que les individus qui la composent aient comme objectif commun de l'améliorer, de la faire progresser constamment. Voilà un vocabulaire éloigné du vocabulaire actuel des enseignants, mais également des autres. Pas grave, cela viendra, tout comme le public pour ce podcast. J'ai foi, confiance dans ce que je propose au travers de cette émission, qui est d'un point de vue personnel, un excellent exercice afin de hiérarchiser, ordonner mes pensées. Et aujourd'hui, on va essayer, toujours en one shot, de faire un peu plus d'impro que d'habitude, bien que je suis parfaitement conscient de ne pas avoir du tout le talent que peuvent avoir deux de mes modèles, on peut dire cela comme ça, que j'ai déjà mentionné dans ces podcasts comme mes inspirations, c'est-à-dire Papacito et le Raptor. Je n'ai absolument pas leur talent pour improviser sur 2 ou 3 heures, mais nous travaillons. Je m'astreins donc à une discipline de pensée et de transmission non seulement pour mes élèves de par mon métier hors antenne, mais pour vous également. Je vous présenterai ici mes opinions réfléchies, les valeurs que je partage et défends. Vous pouvez ne pas être d'accord avec mes opinions, mais nous avons besoin de retrouver une France avec des habitants, quels qu'ils soient, qui partagent opinions et valeurs pour former société commune. Nous rappellerons que la famille est la première éducatrice de notre jeunesse et je salue futurs parents, profs, tous membres de la communauté éducative, curieux et anciens. Je vous salue tous, bienvenue. Ici, on prend le temps de se parler, de discuter et lorsque nous sommes en désaccord, nous sommes en mesure de défendre nos opinions par le dialogue avant tout. Nous aborderons les problèmes des profs tout en défendant toutes les autres professions valables et vertueuses.
et en clamant haut et fort que les profs ne sont pas les plus à plaindre d'une part et sont en plus responsables en grande partie de la merde dans laquelle ils sont parfois aujourd'hui d'autre part. Nous rappellerons à nouveau aux profs la notion de neutralité politique. Vous me direz certainement que je ne la respecte pas toujours, certes, loin s'en faut même, mais vous êtes des adultes responsables, capables de réfléchir, de vous faire vos propres opinions. Personne ne vous enjoint à gober tout ce que je déblatère comme des élèves jouant à la balle aux prisonniers sans y réfléchir. Bien au contraire, j'espère une écoute active. Encore plus lorsqu'il s'agit de la part de ces saletés de profs de bourrer le crâne d'enfants de valeurs antinaturelles, ce qui a un nom, en plus de me casser les couilles, soyons honnêtes, au mieux manipulation d'esprit en cours de formation dont nous avons la charge, et au pire, disons-le, pédocriminalité. Il va falloir réapprendre à forger l'esprit critique de la communauté enseignante, comme des élèves, retrouver valeurs et vertus perdues ou en voie de perdition. Voilà nos combats essentiels. Ne cédons pas aux modes et pseudo-dictates moraux aux conséquences catastrophiques pour notre jeunesse. Montrons la voie à cette belle future génération, ou en tout cas faisons en sorte qu'elle devienne belle. Voilà, quelle rentrée après 3 semaines. Qu'est-ce que j'aime ce métier et en même temps que c'est dur de le faire dans ces conditions. C'est la honte totale de ne pas avoir de ministre, bien qu'une fois encore ça ne changerait rien. Mais ça devrait vous montrer, vous parents, nous professeurs, à quel point, je ne sais même pas comment l'exprimer tranquillement, à quel point nous sommes déconsidérés, voire pas considérés. Voilà, ne nous noyons absolument pas dans les news, dans la mélancolie, dans la déprime, absolument pas. Pour résumer en mots-clés, ce que vous retrouverez dans cette émotion, promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, discussion, aiguisage de nos esprits critiques, oui j'ai changé, ça vous fera plaisir, adoption d'une mentalité positive, sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, et passage à l'action. N'hésitez pas à partager ce podcast puisque je l'ai mis en explicite. J'ai déjà utilisé plusieurs fois des termes qui font que peut-être même de manière automatique celui-ci a été shadowban alors qu'il n'a même pas réellement d'audimat pour le moment. Donc si vous tombez sur ce podcast par merveilleux, magnifique, splendide, époustouflant hasard, n'hésitez pas à le partager, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Ce podcast, vous l'avez entendu, sera salé sans langue de bois. Il aura pour but ultime de lutter contre le nihilisme ambiant dans notre beau pays qui est le pire, la pire chose, si l'on peut dire ça comme ça, que nous avons à combattre aujourd'hui et qui est totalement en train de détruire ce pays entre nihilisme et gens de confessions, croyances, pensées politiques différentes qui ne peuvent plus se blairer, ne peuvent plus discuter. Ce sont voilà, les deux vrais éléments qui sont en train de faire exploser ce pays. Faisons évoluer l'école, pourquoi pas notre société. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'ambition pour ce podcast. Pas de fausse modestie. Je souhaite que ce podcast permette de faire aller l'école, voire même la société, vers un modèle beaucoup plus sain. Cette émission sera bien entendu préparée en amont, mais cependant je ne ferai pas de travail de redécoupage. J'ai d'autres projets à mener à bien dans cette vie. D'ailleurs, je ne cache absolument pas que depuis quelques podcasts, je m'aide beaucoup, même si ce sont toujours mes pensées retravaillées, etc. Mais je m'aide beaucoup de chat GPT puisque, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je mène beaucoup, j'essaye en tout cas de mener beaucoup de projets à bien dans cette vie. J'espère donc que vous pardonnerez les bégaiements, égarements, prises d'eau, de caféine. Bon, il n'y aura pas de caféine puisqu'on est le soir. Il est déjà 18 h en ce samedi 21 septembre. Mais lors de l'enregistrement pour l'authenticité que cela apportera au podcast qui, je l'espère, aura beaucoup à vous offrir. Le plan de cette émission, puisqu'ici nous sommes parfaitement scolaires, première partie, un point d'éducation, le point central de ce podcast que j'ai eu beaucoup de mal à préparer, qui va être très décousu parce que je n'avais pas envie de me replonger l'esprit dans cette période qui m'a, disons-le, traumatisé. Le spécial donc, que retenir de la période Covid? Résumé
et analyse d'un ouvrage. C'est notre deuxième partie. Aujourd'hui, tant qu'à rester dans les basiques et classiques qui nous sont parvenus de Grèce, l'Odyssée d'Homère. Troisième partie, un article scientifique sur le thème global de l'éducation. Aujourd'hui, un article scientifique étudiant, comme nous l'avons fait au précédent podcast, le système éducatif finlandais. Puis, petite digression, vous verrez de quoi nous allons parler. Avant-dernière partie, une triple citation pour aujourd'hui, je n'en dis pas plus. Et enfin, dernière partie, alors ce n'est pas à proprement parler un nouveau mot, cette fois-ci, c'est plutôt, disons, une petite expression ou une petite notion, vous allez voir aussi, que nous allons implémenter à votre lexique en rappelant, comme à chaque fois, que vous ne devez jamais accepter d'appauvrir votre lexique. Nous avons parlé de 1984 dès le premier épisode. N'acceptez jamais d'appauvrir votre lexique, au contraire, enrichi. C'est le toujours. Mesdames et messieurs, le Covid, l'hygiénisme, l'hébertisme, l'éducation du kalos kagatos, refusant toute atteinte aux libertés individuelles, voilà ce dont nous allons parler. J'ai déjà personnellement fait mon mea culpa de prof, mais nous avons encore bien des choses à voir. Démarrons cette première partie. Bam, j'ai oublié de mettre le... comment j'appelais ça, la ritournelle, c'est pas grave. Allez, on se fait une émission sans le moindre jingle pour pas utiliser un mot anglais. Et on fait tout d'une traite. C'est parti. Première partie donc. Démarrons par un rappel des événements chronologiques complètement assumés, pompés sur ChatGPT, car je vous assure que mon cerveau a été réellement traumatisé par cette période et a occulté une partie des événements, sauf qu'il ne faut absolument pas oublier cette période, sinon nous risquons de la revivre, et que ce podcast est là pour cela, pour laisser une trace, clamer haut et fort que si demain, rhume 25, il devait y avoir, je suis totalement prêt au suicide professionnel, voire personnel, pour ne pas accepter, ne pas faire partie de la matrice, et surtout ne pas vendre mon âme en acceptant d'infliger cet enfer à nos enfants, voire à l'ensemble de la société. Mais en premier lieu, effectivement, plus jamais infliger ça à nos enfants, à nos élèves, à notre jeunesse. Allez, nous sommes partis. Je vous lis donc très clairement ce que me propose ChatGPT et je vais le commenter. Je découvre quasiment en même temps que vous parce que vraiment cette partie-là, je n'avais pas envie d'y passer des siècles et des siècles. Résumé des événements marquants en France concernant les confinements et périodes de port du masque obligatoire en classe et à l'extérieur pour les élèves pendant la pandémie de Covid-19. Premier confinement entre mars et mai 2020. Le 16 mars 2020, fermeture des écoles, collèges et lycées, premier confinement strict imposé à l'ensemble de la population. Les élèves suivent alors les cours à distance. À partir du 11 mai 2020, déconfinement progressif et réouverture progressive des écoles primaires avec protocole sanitaire strict. On va y revenir. Pour l'instant, je reste uniquement sur ce que me dit Chat Bidule. 1er septembre 2020, port du masque obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans dans les établissements scolaires, y compris pendant les cours. Les élèves de primaire ne sont pas concernés par cette obligation. 30 octobre 2020, deuxième confinement, mais écoles restent ouvertes contrairement au premier confinement. Port du masque obligatoire dès 6 ans. Les cours se poursuivent en présentiel avec des protocoles sanitaires renforcés. Période de couvre-feu et restrictions à partir de janvier 2021. Introduction d'un couvre-feu à 18h. Le port du masque reste obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans. Les écoles continuent de fonctionner, mais certaines classes ferment ponctuellement en cas de Covid. Troisième confinement, avril 2021, 3 avril. Troisième confinement, fermeture des écoles pendant 3 semaines. Première semaine, cours à distance, 2 semaines de vacances anticipées pour tous. 26 avril 2021, réouverture des écoles primaires. 3 mai 2021, réouverture des collèges et lycées avec un système hybride pour les lycées, présentiel et distanciel alternés. Été 2021, allègement progressif des mesures. Juin 2021, assouplissement des mesures sanitaires, mais port du masque
obligatoire dans les établissements scolaires, fin juin 2021, fin progressive de l'obligation du masque à l'extérieur pour tous, y compris les élèves, rentrée 2021 et allègements successifs, septembre-octobre 2021, septembre 2021, port du masque toujours obligatoire à l'intérieur dans les écoles, octobre 2021, allègement progressif, port du masque non obligatoire dans les départements avec un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants. Vous avez dû sentir pendant que je lisais ça à quel point j'ai dû me décomposer si j'avais un miroir face à moi. Malheureusement, je ne suis pas narcisse. Je suis persuadé que je suis absolument livide. Maintenant, je me permets un très rapide top que j'ai là aussi. Je vais être tout à fait honnête, j'avais prévu un top 10, mais j'ai dû l'arrêter en cours, vraiment, cette période. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, donc troisième fois, m'a traumatisé, soyons parfaitement honnêtes. Je n'ai pas le courage du Raptor qui a fait un top 10, je crois, dans une vidéo il y a quelques années, sur toutes les aberrations que nous avons accepté de laisser passer. Allons-y. Encore, mais oui, lui aussi, hein, le Raptor, il nous rappelle les basiques. Et lui aussi, il semble avoir été bien marqué par cette période. Il en parle assez régulièrement dans ses podcasts que je vous invite à suivre, même si ça m'étonnerait que vous connaissiez mon podcast sans connaître le sien. Pires absurdités, donc plus ou moins drôles, et horreur pour les libertés fondamentales qui sont passées, qui, malheureusement, j'en suis sûr, passeraient encore aujourd'hui à l'aide notamment des millions d'idiots utiles et qui, c'est là le génie machiavélique, sont persuadés d'œuvrer pour le bien, emplis qu'ils sont ou qu'ils croient l'être, de bonnes intentions pour leur lointain et d'un putain de vocabulaire positif qui les met en bonne position. Les masques ont été une absolue aberration écologique, mais étonnamment, je n'ai entendu personne en parler, si ce n'est encore une fois Monsieur Idriss Aberkan et Monsieur Raptor dans leur récente, disons, émission sur la chaîne de Monsieur Aberkan que j'apprécie aussi grandement sur sa chaîne YouTube. J'avais évoqué ce questionnement il y a déjà des années, donc ça je ne le tiens pas du Raptor, disons-le. Donc ce questionnement, je l'avais fait à un ami qui travaille dans le milieu de l'environnement et dans le milieu de l'écologie pour lui demander l'impact justement de ces milliards de masques imprimés ou fabriqués chaque jour, utilisés chaque jour dès le premier confinement. Et il avait juste bégayé, le pauvre, il ne savait pas quoi me répondre et il était bien dans l'embarras. Le Covid a tué grosso modo 5 fois plus qu'une grippe, je crois, ou à peu près, dans une population à l'état de santé déplorable. Vous pouvez vous repasser cette phrase, j'en ai rien à foutre. Le Covid a tué. Le Corum 19 a tué 5 fois plus qu'une grippe, environ 50 000 morts par année pour une maladie nouvelle à laquelle on n'avait donc pas encore tout ce qu'il fallait. Des gens, dont mon grand-père, qui ont été diagnostiqués, entre guillemets, morts du Covid, alors qu'en réalité, on a bien compris qu'ils n'en savaient rien. Et tout ça, je le dis, l'assume, je l'affirme, dans une société à l'état de santé déplorable, trop vieille, en trop mauvaise santé, trop déprimée, dans tous les sens que ça peut impliquer. Et voilà, nous n'aurions absolument pas eu ce nombre de morts déjà ridicule dans une société en bonne santé. Des pères qui n'ont pas pu assister à l'accouchement de leur femme, pas pu voir leur enfant, quelle honte. Des personnes se sont vues refuser l'accès à hôpitaux, restaurants dans lesquels vous pouviez manger, donc en enlevant le masque qu'il fallait remettre pour aller aux toilettes. Pareil dans les avions, pas besoin du masque selon le gouvernement, puis quelques mois après, au gré de la science qui change, bah oui bien sûr la science change, évidemment, on n'est pas science sceptique ici, mais on va pas nier non plus, je pense que parfois la science se déplace un peu au gré
des intentions politiques et dès qu'on leur donne un peu de pouvoir, ils en profitent bien, comme tout le monde, sauf qu'ils devraient être des scientifiques avec une bonne formation, un bon esprit critique et servir de garde-fou aux, aux hallucinations ou aux conneries que peuvent proférer certains. Enfin, personnellement, je me suis fait arrêter en famille par quelques gendarmes zélés sur le ponton d'un port où nous étions absolument seuls, quatre en famille, avec nos trois chiens, et nous étions, voilà, on s'est fait arrêter. Heureusement, on avait une attestation, mais ces gros connards nous ont quand même pas pu s'empêcher de nous sortir. Oui, ben, ne restez pas trop longtemps dehors, parce que sinon, voilà, ça veut dire que les siens, les gens, ils ont juste à aller chercher un chien à la fourrière et comme ça, ils peuvent aller dehors. Fils de pute! Instrument de l'État. Développement sur systèmes éducatifs qui permettraient de créer des citoyens forts mentalement et physiquement insensibles à un rhume et qui n'accepteraient jamais de vendre leur liberté pour un danger qui n'en était même pas un. Nous allons en parler dans cette partie, puis dans la partie où nous allons démarrer sur le système éducatif finlandais, puis bifurquer. Petit développement plus personnel sur ce que j'ai vécu de l'intérieur. Donc là, évidemment, bye bye ChatGPT et bonjour, bonjour moi. Le premier confinement est tombé dans une mauvaise passe d'un point de vue professionnel. Je galérais, comme tous les professeurs débutants, sur trois postes différents. Ça fait quand même beaucoup de choses que je dis sur moi, donc peut-être que certains voilà, sauront qui je suis. Mais bon, voilà, ce premier confinement est tombé dans une mauvaise passe pro à tel point que j'étais en train de songer à démissionner pour trouver un autre poste que j'avais d'ailleurs trouvé. J'avais obtenu après main rendez-vous téléphonique, lettres de motivation et autres, un poste dans une école libre, un peu inspirée de Montessori, à Munich. Donc je n'ai pas craché sur ce premier confinement, j'y ai cru, disons, pendant le premier confinement et le premier mois post-premier confinement, où nous, enseignants, avons fait double job, c'est-à-dire que j'avais déjà trois postes, donc dans trois écoles différentes, et j'ai dû faire les cours à distance pendant le premier confinement, puis le double job dans trois postes différents. Je vous laisse calculer combien ça fait, 2 fois 3. Et donc je faisais à la fois distanciel pour la moitié d'une classe et présentiel pour l'autre moitié. C'était fantastique. Pendant le confinement, nous envoyions YIONS, n'est-ce pas, les cours. Le premier mois post-confinement fut le plus ridicule. J'ai dû faire de gros efforts pour me remémorer tout cela, je vous l'assure. Nous faisions donc double emploi. J'avais un jour la moitié de la classe en présentiel, en distanciation, élèves de 7 à 8 ans. Je vous laisse imaginer. Élèves de 7 à 8 ans, en moitié de classe espacée, les uns des autres de plus de 2 mètres, y compris dans la cour, masque, y compris dans la cour, si ma mémoire est bonne en tout cas, ou alors pas de masque, mais séparés les uns des autres avec les putains d'affichages d'enfoirés dans les couloirs de l'école où des enfants dans des espèces de bulles, vous savez, comme dans les fêtes foraines où il y a des espèces de bulles où je rêve à chaque fois de rentrer dans les gens pour faire des combats de bulles. Là. Mais là, c'était pas le cas, c'était des affiches de merde d'enfants dans les bulles avec un grand sourire horrible. Mômes à distance les uns des autres, mais masqués, même à l'extérieur, même pour le sport, à respirer les microfibres du masque qu'ils ne savaient évidemment pas porter, puisque même s'ils étaient infiniment plus intelligents que si bêtes, à cet âge-là, ils ne sont pas censés porter des masques qui les empêchent de respirer, qui ne sont pas agréables, dont ils respirent les microfibres, à s'entendre demander de remonter un truc qui les étouffe. Et puis ce sont des enfants, évidemment que le masque ne servait à rien. Seul un chirurgien peut en avoir réelle utilité. Et c'est pire, ce masque, on en a parlé aussi avec études scientifiques à l'appui, ce masque, il a déglingué
Empathie, santé, caractère, niveau scolaire. Mon Dieu, quelle horreur avons-nous fait vivre à ces enfants. N'oublions pas et n'acceptons plus jamais. J'avais une barge qui venait, une collègue barge qui venait en maternelle en combinaison complète d'astronaute. Mais imaginez, mais le cauchemar pour des enfants de maternelle. Parce que eux, effectivement, n'avaient pas le masque. Entre 3 et 5 ans, quelle chance avait-il, il n'avait pas le masque. Et le meilleur, cette taré disait lire des trucs de méditation trans mes couilles et soi-disant se disait invincible face aux maladies. Ces gens sont malades mentalement et physiquement. Et les deux vont toujours ensemble, je l'ai déjà dit. J'ai déjà fait mon personnel mea culpa pour cette horreur que j'ai fait vivre à mes élèves. Encore une fois, je revendique tout de même avoir été parmi les premiers à me rebeller, passé ce premier mois post-confinement où je n'ai plus jamais demandé aux élèves de le retirer à l'extérieur, je n'ai plus rien exigé à l'intérieur en classe, je ne le portais plus moi-même que sur la bouche. Peut-être que certains d'entre vous diront que ce n'était pas encore assez, que ce n'était pas suffisant. D'autres que j'emmerde, que je devrais être destitué de mon travail pour cette désobéissance. Mais alors vous, clairement, je vous emmerde. Et peut-être que ceux qui disent que ce n'était pas suffisant, que j'aurais dû en faire plus, vous avez peut-être raison. J'aurais aimé aujourd'hui dire que j'aurais le courage de faire plus. Mais sachez que je ne suis absolument pas, je ne revendique absolument pas être un rebelle dans l'âme. Je suis plutôt un bon soldat, un bon loup oméga qui suit les ordres, qui a pour rôle de réguler les conflits par son intelligence. Mais là, c'était trop. Cet épisode a révélé beaucoup de choses sur ce qu'on appelle, entre guillemets, le peuple, mes proches et sur moi-même. Et j'ai aujourd'hui, encore une fois, juré que si Cova Bâtardise de 2025 devait avoir lieu, je refuserais catégoriquement tout port de masque de la part de mes élèves comme de la mienne. Tout cela sans être un abruti non plus, comme dit Aberkan. Pourquoi pas si effectivement on tombe sur une maladie plus grave ou qui semble en tout cas dans les premiers temps beaucoup plus grave, beaucoup plus inquiétante. Pourquoi pas accepter de le porter pendant un mois puis quand nous avons les chiffres officiels, parce que là on les avait les chiffres officiels pendant ces années-là, qui nous montraient chaque jour que bah non c'était pas si terrible que ça et qu'on a détruit notre jeunesse et notre âme en acceptant tout ce que l'on a accepté. Donc pourquoi pas sur quelque chose de plus grave, garder le masque pendant un mois au cas où, puis dès que certains, comme Monsieur Raoult, hein, homme qui aurait dû être beaucoup plus écouté, voilà, écoutons ces gens-là. Seul argument aujourd'hui entendable selon moi en conclusion, on ne peut jamais savoir avec les mutations à tout moment le Covid aurait pu devenir extrêmement grave, extrêmement dangereux. C'est un argument qui est, encore je le répète, l'éducation c'est la répétition, l'apprentissage c'est la répétition. Oui, cet argument est entendable, mais à ce rythme-là, on ne sort jamais de chez soi, on ne prend jamais de risques parce que on ne sait jamais. Il peut y avoir un taré le jour où je sors de chez moi, gna gna gna, on ne sait jamais. Même la grippe peut muter et devenir absolument catastrophique demain. Donc non, finalement, même cet argument compréhensible n'en est pas un. Je n'accepterai pas, je n'accepterai plus ce qu'acceptent par exemple aujourd'hui les Japonais de vivre à l'extérieur avec leur masque tant leur pays est pollué, ce qui est un autre sujet, et passer leur temps à travailler ensuite à l'extérieur, mais quelle vie de merde. L'État, nous nous sommes rendus compte de la capacité de l'État à agir, à censurer, à se servir des idiots utiles, prêts à enfermer tous ceux qui veulent vivre libres pour poursuivre leur putain de vie de collabo du fin fond de leur cage qui n'est même pas dorée. Vivez, crevez pour vos idées, vos idéaux, vous n'aurez jamais ma liberté, ni de penser, ni de me mouvoir dans la nature de ce magnifique pays. Oui, parce que je ne parle même pas d'un point de vue personnel d'aller frétiller comme un spermatozoïde sous acide
dans un concert de techno, mais que personne ne me casse les couilles lorsque je me déplace dans les plus beaux endroits de notre pays, qu'on n'arrive pas dans un monde où je fais une randonnée absolument seule avec personne à 5 kilomètres aux alentours de moi pour qu'un connard me dise qu'il faut que je porte un masque. Hébertisme et hygiénisme, parlons-en, promus respectivement par Georges Hébert et Philippe Tissier, deux mouvements qui, dès la fin du XIXe siècle, ont cherché à refonder l'éducation en France, l'éducation physique notamment, sur des bases de santé globale, de bien-être et de résilience face aux conditions adverses. Ces deux courants insistent sur le développement physique et moral par l'exercice et l'hygiène de vie, avec une vision qui pourrait entrer en résonance avec ce débat sur liberté et résistance face aux contraintes sociales, comme dans le contexte que nous avons connu de ces restrictions sanitaires. L'hébertisme, être fort pour être utile, encore une phrase que vous n'entendrez pas souvent. Georges Hébert, 1875-1957, a fondé l'hébertisme en développant un programme d'éducation physique basé sur les principes que l'homme devait être fort pour être utile. Il prenait une pratique sportive complète, intégrant des exercices inspirés de mouvements naturels comme courir, sauter, grimper, nager, combattre. La finalité de l'hébertisme était de fonder des individus robustes, capables de surmonter des épreuves physiques tout en développant un esprit de solidarité et d'entraide, un peu à l'image de Pierre de Coubertin qui a inventé le pentathlon moderne avec les 5 épreuves qui avaient pour objectif de former le soldat parfait. Ne manquait plus que la 6e épreuve, petit rappel sur les Jeux Olympiques. 6e épreuve intellectuelle, ça aurait été parfait, puisque vous vous souvenez peut-être qu'au début du XXe siècle existaient des épreuves intellectuelles aux Jeux Olympiques. Dans le cadre d'une projection de l'hébertisme face à la crise du Corum-19, je suis convaincu que Georges Hébert aurait probablement insisté sur la résilience physique face à la maladie. Il considérait que l'exposition régulière aux éléments comme le froid ou l'air frais et l'activité physique continuaient de renforcer le système immunitaire. Si Hébert avait vécu avant l'ère des pandémies modernes, son modèle de préparation physique nous aurait d'une part préparé à ne pas être touché par le Covid. Je n'ai même pas précisé d'un point de vue personnel, j'ai eu 2 fois le Covid, 2 fois comme disent les jeunes. Rien du tout, rien à signaler, que dalle, que chi. Soyez forts, bordel. Être fort, c'est quasiment devenu du masculinisme. Enculé. Ah oui, je vais m'énerver un peu sur ce podcast. Hébert aurait certainement proposé un renforcement du corps par le sport en extérieur, en insistant sur le fait que c'est en étant exposé et actif que l'on développe véritablement une santé robuste. L'hygiénisme de Tissier, une hygiène de vie pour la santé publique. Philippe Tissier, 1852-1935, même époque donc, quant à lui, est une figure de l'hygiénisme en France. Ce mouvement considère que la santé publique dépend avant tout de l'application d'une bonne hygiène de vie englobant exercice physique, diététique et exposition à des environnements sains, air et lumière. À savoir, du coup, son courant qu'on nommera hygiénisme est né plutôt après la défaite de 1870 où il était convaincu que les Français étaient trop faibles et que c'était la raison de la défaite de Sedan, si je ne dis pas de bêtises et que je connais bien mon histoire, de 1870. L'hygiénisme s'articule autour de la prévention des maladies et de la diffusion des bonnes pratiques de santé, tant sur le plan individuel que collectif. Lui, face à une crise comme celle du Covid-19, aurait probablement adopté peut-être une attitude un peu plus nuancée qu'Hébert. En tant que médecin, il aurait peut-être compris l'utilité de certaines mesures sanitaires, du moins au début, mais il aurait insisté sur la nécessité de préserver un mode de vie actif et sain. Il aurait préconisé de trouver des compromis, par exemple en maintenant une activité physique intense dans des environnements contrôlés et en plein air. Il aurait prôné une éducation sanitaire
approfondie visant à renforcer lui également à sa manière le système immunitaire par l'hygiène corporelle, une alimentation équilibrée et l'exercice plutôt que par une dépendance totale aux mesures restrictives telles que les confinements prolongés ou l'isolement excessif. Nouvelle projection en mêlant les deux. Si Hébert et Tissier étaient confrontés aux restrictions imposées lors de la crise sanitaire, leur réponse aurait probablement été un mélange de résistance à certaines mesures jugées excessives et de propositions visant à renforcer la santé publique grâce à une meilleure préparation physique et grâce à l'hygiène de vie globale. Refus une inactivité prolongée, Hébert aurait encouragé les gouvernements à maintenir l'activité physique extérieure en arguant que le renforcement physique par l'entraînement et le plein air est crucial pour surmonter les maladies, renforcement des infrastructures de santé préventives. Tissier aurait suggéré de renforcer l'éducation sur l'hygiène et la santé dans la société pour préparer la population à mieux résister aux infections par une meilleure forme physique et des pratiques de vie saines. Autonomie des individus. Tous deux auraient probablement plaidé pour une plus grande liberté des citoyens dans le choix de leur mode de vie, y compris en ce qui concerne les mesures, tant que cela n'impacte pas gravement la santé collective. Et encore. L'hébertisme et l'hygiénisme défendent tous deux une philosophie de la santé par l'action et une forme d'indépendance face aux aléas. En projection dans le contexte, ils auraient sans doute prôné un retour à une forme de liberté responsable où l'activité physique et une hygiène de vie stricte seraient au centre de la résistance aux crises, tout en refusant des restrictions excessives qui entraveraient la capacité des individus à prendre en charge leur propre santé. La santé n'est pas qu'une absence de maladie, on le voit encore une fois avec tout ce qui est déprime, anxiété, etc. La santé, pour rappel, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas juste en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est la définition de l'OMS qui date de 1946. La santé dépasse donc les aspects médicaux, physiques, curatifs et elle inclut le bien-être, l'épanouissement de soi, la qualité de vie et les trois besoins fondamentaux dont vous vous souvenez par cœur, n'est-ce pas ? Autonomie, estime de soi, affiliation sociale. Prévenir les apparitions des maladies par des habitudes de vie saines, démarche de santé aussi bien que médecine curative. Vous vous souvenez là aussi que les médecins des empereurs chinois, j'ai failli vous roter à la gueule, mais je ne me le permettrai pas, bien évidemment. Je disais donc, vous vous souvenez peut-être que les empereurs, les médecins des empereurs chinois se faisaient, je crois, déglinguer lorsque l'empereur tombait malade, alors que nous, les médecins, agissent une fois que vous êtes malade, ce qui est un modèle différent. Santé et responsabilité individuelle. La santé se construit par l'adoption de comportements qui la favorisent. Ne l'oubliez pas, mais leur adoption dépend de déterminants que vous devez maîtriser. Ne fumez pas, ne travaillez pas dans le stress, pratiquez régulièrement une activité physique, alimentez-vous correctement. Évitons la dérive d'une idéologie de la santé. Mais si, voilà peut-être ce qu'il nous faudrait, non ? Ou discutons-en, du moins. Pourquoi pas baisser les impôts, octroyer un bonus financier à ceux qui prennent soin de leur santé ? Encore une fois, c'est un des seuls endroits où il n'y a pas de redistribution. Lorsque vous allez faire du sport, vous n'allez pas redistribuer la moitié de votre sport à ceux qui restent dans leur canapé. Profitez-en. Pour une fois que ce que vous faites reste à vous, faites-le. Et cela permettrait également de sortir d'un modèle de bonne santé qui n'est que punitif. Je trouve très bien, et encore, ça pourrait se discuter, d'augmenter le prix des paquets de clopes de mes couilles, là. Mais en échange, ce serait bien qu'il y ait aussi des bonus, qu'on ne soit pas toujours dans le malus. Deuxième partie, j'ai dit aucun jingle, aujourd'hui on enchaîne tout, j'ai la gorge sèche, j'ai même pas de boisson. Ça va m'entraîner un peu à improviser davantage, même si j'ai toujours quelques notes sous les yeux, mais moins que d'habitude.
Un ouvrage donc, l'Odyssée d'Homère, un poète seul. N'écoutez pas, même si je n'ai pas la science infusée comme le thé, n'est-ce pas, mais n'écoutez pas les enfoirés de déconstructeurs qui sont incapables d'imaginer qu'une œuvre si belle soit le fruit d'un seul homme et qui veulent vous dire que bah non, c'était un collectif de bardes de mes couilles. Non, nique ta mère, c'était un homme. Non, j'en sais rien. Mais imaginons en tout cas que c'était un homme seul. L'Odyssée d'Homère, chef-d'œuvre de la littérature grecque antique, est un poème épique composé au 8e siècle avant Jésus-Christ relatant le retour mouvementé d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie. Nous pourrons revenir sur Troie puisque j'ai été bercé par le film Troie et quel beau gosse. Brad Pitt jouant Achille. Quel giga BG, n'ayons pas peur de le dire. À travers ses péripéties, l'Odyssée transcende son époque et devient une œuvre fondatrice de la civilisation occidentale, portant en elle des questionnements éternels sur l'héroïsme, la ruse, la souffrance humaine et les rapports entre les hommes et les dieux. L'Odyssée dans l'histoire. L'Odyssée est un récit d'aventure mais représente un voyage initiatique illustrant les grandes valeurs de la société grecque antique, le courage, l'endurance, l'intelligence pratique et la fidélité à son foyer. Ulysse, roi d'Ithaque, incarne à la fois la force physique et l'intelligence rusée, se montrant incapable de surmonter les épreuves imposées par les divinités capricieuses, mais également ses conneries. On rappellera le, l'épisode du Cyclope, puisque, on va dire, de manière rusée, il va lui dire je suis personne, et cet abruti de Cyclope va sortir en disant personne m'a crevé l'œil, personne m'a crevé l'œil, ce qui fera rire tout le monde, et puis cet abruti d'Ulysse va vouloir se vanter et le paiera cher, puisqu'en partant de l'île du Cyclope, dont je n'ai plus le nom, non, ma mémoire me joue des tours. Donc il va lui crier n'oublie pas de dire que c'est Ulysse qui t'a fait ça. Et il se trouve que le père du Cyclope, c'était Poséidon. Pas de bol. Donc, l'humanité et la faiblesse des héros homériques. On peut aussi parler d'Achille dans l'Iliade qui avait de nombreux défauts, qui a péché d'orgueil, sans lequel peut-être Ptolémée serait encore en vie, j'ai un doute sur le nom, nous montre que les Grecs se passionnaient déjà pour des figures ambiguës, pétries de grandeur mais également de limites. Et c'est ça qui est si beau dans toute la mythologie grecque. Cette tension entre puissance héroïque et vulnérabilité fait de l'Odyssée un miroir des préoccupations humaines et un modèle pour les générations à venir. Nous allons mettre en parallèle avec un ouvrage de Sylvain Tesson qui s'appelle Un été avec Homère, tiré des chroniques qu'il a fait sur je ne sais plus quelle radio. Je n'ai jamais écouté ces chroniques, par contre j'ai grandement apprécié cet ouvrage. Un été avec Homère. Dans ce bouquin, Sylvain Tesson explore la résonance contemporaine de cette épopée millénaire. Son ouvrage ne se contente pas de commenter le texte, il s'attarde à percevoir dans l'Odyssée une sagesse antique qui doit nous parler encore aujourd'hui. Pour Tesson, l'Odyssée n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une philosophie de vie. Il admire la manière dont l'œuvre présente des dieux et des héros à la fois puissants et faillibles comme les figures de la condition humaine. Les dieux homériques, loin d'être des modèles de perfection, sont des entités capricieuses et imparfaites, rapprochées des hommes, donc très différents par exemple de la religion chrétienne où Dieu est tout-puissant, omnipotent, omniscient et parfait. Pour Tesson, cette vision du monde antique où l'existence est guidée par la volonté divine tout en permettant aux hommes de forger leur propre destinée par leur choix et leur ruse trouve une résonance dans notre époque moderne qui a parfois perdu de vue l'idée d'un destin partagé entre liberté humaine et fatalité cosmique. Tesson est particulièrement sensible à l'idée que l'Odyssée incarne une sorte de manuel de résistance face aux adversités de la vie. Ulysse, malgré les obstacles gigantesques qui se dressent devant lui, persévère, invente des solutions, se fraye un chemin jusqu'à son but. La vie moderne, dans sa complexité et sa volatilité, peut, selon Tesson, tirer des leçons de cette ténacité. Le retour d'Ulysse à Ithaque n'est pas seulement géographique, c'est un retour à l'essentiel, la famille, les racines, l'harmonie intérieure
Et il parle également beaucoup de la puissance que notre société actuelle méprise. L'Odyssée et l'éducation du Kalos Kagatos, on y revient, les essentiels toujours. Dans le contexte éducatif grec, la notion du Kalos Kagatos désigne l'idéal de la formation d'un homme beau et bon dans une harmonie entre qualités physiques, morales et intellectuelles. Cet idéal est au cœur de l'Odyssée, à travers la figure d'Ulysse qui incarne l'héroïsme et la ruse, mais également la tempérance et le sens du devoir. Ulysse, bien que rusé et parfois manipulateur, reste humain. Il ne cherche pas à être divin, mais à survivre en tant qu'homme, à regagner son foyer, à rétablir l'ordre. Ce souci de la justice, du bien commun et de la mesure fait écho à l'éducation grecque, qui se donnait pour but de former des citoyens équilibrés et conscients de leurs responsabilités dans la cité. On le voit également dans le film 3, puisque Ulysse reste relativement en retrait, il s'entend bien avec Achille, mais voilà, il est en retrait, il ne cherche pas particulièrement à se mettre en avant. En ce sens, l'Odyssée propose une réflexion sur l'équilibre entre la puissance de l'action, incarnée par la force physique et la ruse d'Ulysse, et la nécessité de l'éthique. Bon, l'éthique en temps de guerre, pas toujours évident, mais bref, on peut la trouver tout de même plus que dans notre, encore une fois, société actuelle. L'Odyssée apparaît comme une œuvre éducative par excellence en ce qu'elle encourage à développer une compréhension profonde des rapports humains, du destin et de la nature. Elle invite à forger des êtres complets, non seulement capables de se battre physiquement et moralement, on peut aussi se battre, comme on l'a dit, sur le terrain des idées, mais aussi dotés de discernement et de modération. Donc pas des moutons qui suivent tout, voire pire, ceux qui se pensent être des résistants alors qu'ils ne sont finalement que les pires moutons. Et là encore, c'est le génie de ce qu'on va appeler assez grossièrement la gauche actuelle. Ce qui est assez grossier de l'appeler comme ça, mais je pense que beaucoup comprendront ce que je veux dire. L'Odyssée d'Homère, tout en étant un monument de la littérature antique, conserve en conclusion une pertinence dans notre monde contemporain, tant dans sa vision de la condition humaine que dans l'idéal d'excellence qu'elle véhicule. Sylvain Tesson, dans Un été avec Homère, nous rappelle que ce texte est porteur d'une philosophie qui mérite d'être redécouverte, celle d'une existence où l'homme, à la merci des dieux et des aléas de la vie, conserve une part de liberté et de dignité que nous avons perdue durant la période Covid. Mais c'était ma citation au premier épisode. Il y a plus d'honneur à faire revivre qu'à vivre. Donc faisons revivre notre dignité. Il n'y en aura que plus d'honneur à en tirer. L'Odyssée devient ainsi un guide intemporel pour apprendre à naviguer dans la complexité du monde moderne, en restant fidèle à cet idéal grec du kalos kagatos où la beauté de l'âme et la grandeur de l'action s'accordent pour former des hommes complets. Nouvelle partie, toujours pas de jingle. Voilà votre jingle. Voilà. L'éducation en Finlande. Un article scientifique qui étudie en profondeur le système éducatif finlandais dont nous avons déjà parlé au podcast précédent, tout en analysant ses forces, faiblesses et leçons à tirer pour notre modèle français. C'est un article du Centre de ressources en économie-gestion qui se nomme L'école finlandaise, les clés de la réussite, un modèle transposable en France. Non, c'est quoi le sketch de Michel Leb sur la ponctuation fantastique? Voilà, votre point d'interrogation. Allez écouter ce sketch, fantastique. Dans cet article, non, with fizz pour la virgule, je crois, si ma mémoire est bonne. Bref, on va arrêter là. Dans cet article, il est expliqué que la Finlande a su développer un modèle performant grâce à une série de critères institutionnels et pédagogiques. Parmi les forces du modèle finlandais, on retrouve l'autonomie des élèves dès le jeune âge, la flexibilité des parcours scolaires avec des options et orientations claires et un rythme scolaire ajusté à la capacité de concentration des élèves. Donc il faut les faire bouger, se déplacer, se lever dans la classe assez régulièrement. Cependant, l'article souligne que certaines spécificités du système finlandais, comme la faible compétition
et la forte autonomie des écoles et des enseignants pourraient être difficiles à appliquer directement en France sans modification du contexte de base. Encore que, euh, donner de l'autonomie aux enseignants hein, et tous les syndicats vont hurler à la compétition entre les écoles et les enseignants. Voilà. Donc effectivement, compliqué. C'est difficile. Ah, c'est difficile. Concernant les faiblesses, le texte évoque le fait que l'excellence finlandaise repose sur des conditions sociales et culturelles spécifiques, difficiles à répliquer dans un pays avec une démocratie et une diversité culturelle comme la France. Wink, wink et renvoi au podcast précédent. Voilà pour cet article. On a fait très vite sur cette partie, mais vous connaissez, on va digresser parce que je cherchais un système éducatif qui aurait créé, qui aurait formé le caractère des élèves et même des parents plus impliqués dans l'école qu'ils ne le sont aujourd'hui, où on les laisse trop souvent à la porte, où on leur demande de ne pas s'impliquer, ce qui est une énorme erreur, on en a déjà parlé. Mais donc, je veux lancer le débat sur la formation du caractère et la préservation de la liberté dans les systèmes éducatifs contemporains, en lien avec une comparaison que nous allons faire avec, vous le savez, l'Antiquité grecque. Mais oui, bien sûr, encore. Eh oui, tout est lié, mais oui, bien sûr. Donc, où en suis-je? Je suis perdu dans mes notes, Je cherche donc un modèle éducatif capable de forger des individus physiquement, mentalement, spirituellement forts qui défendront leur liberté de manière inébranlable, comme à cette époque de l'éducation grecque antique, l'éducation spartiate par exemple, toujours dans l'approche du kalos kagatos. En Grèce antique, l'éducation visait à former des citoyens complets unissant les vertus du kalos kagatos littéralement beau et bon. Cet idéal était une synthèse d'une grande force physique, morale et intellectuelle, cultivant à la fois la préparation militaire, l'éthique citoyenne. Oh, que certains devraient entendre ça, notamment les connards qui nous dirigent au Sénat, et une vie intellectuelle éclairée. Les jeunes Spartiates, par exemple, étaient formés dans l'austérité et le courage, tandis qu'à Athènes, la formation citoyenne mettait l'accent sur la rhétorique, la philosophie, la liberté d'esprit. Et enfin, à Sparte, l'éducation était particulièrement dure, mais se faisait beaucoup dans la nature. Cette éducation prenait la liberté individuelle comme fondement de la force citoyenne et du caractère, ce qui est au centre de mon questionnement. À l'époque de l'Antiquité, les masques, en tant que symbole de contraintes sanitaires, auraient probablement été vus comme une atteinte à la liberté fondamentale. Les Grecs, très attachés à leur autonomie et à leur citoyenneté active, auraient pu trouver une telle obligation contradictoire avec leur notion de la vie publique et de la virilité civique. Socrate, par exemple, enseignait la résistance au conformisme et à l'acceptation aveugle des normes, même si cela le menait à la mort. Que vous devriez, encore une fois, réécouter cette phrase, mais je vous la refais pour mon plus grand plaisir. Socrate enseignait la résistance au conformisme et à l'acceptation aveugle des normes, même si cela le menait à la mort. Le système finlandais, force mentale par l'autonomie. Si l'on cherche un système éducatif qui, sans reproduire exactement ce modèle antique, pourrait favoriser l'autonomie, la réflexion critique et une certaine résistance au conformisme, le système finlandais pourrait encore être mis en avant. En Finlande, l'éducation développe chez les jeunes une forte autonomie dès le plus jeune âge. Petite digression parenthèse, je pense que ce n'est pas pour rien si aujourd'hui on aimerait nous balancer, nous enseignants, la philosophie, toutes les méthodes de Singapour plutôt que les méthodes finlandaises. Hein, Singapour, soumission, c'est plus lié que autre chose. Contrairement à la plupart des systèmes plus dirigistes, les élèves finlandais apprennent à choisir leur matière et à organiser leurs études de manière individuelle, développant un esprit critique et un sens de la responsabilité. Le modèle finlandais, tout en étant performant académiquement, valorise l'équilibre personnel, physique et psychologique en renforçant la liberté des élèves dans leurs choix éducatifs. Ce système encourage la formation d'individus capables de prendre des décisions
éclairés et d'agir selon leurs propres convictions plutôt que de suivre des normes imposées sans discernement. Cependant, l'approche finlandaise est moins axée sur la formation du caractère dans une perspective guerrière ou héroïque comme pouvait l'être celle des Grecs. Leur système éducatif met l'accent sur l'égalité, la solidarité et la résilience, mais dans un cadre où les valeurs sociales priment sur une conception de la liberté absolue. Ce n'est donc pas parfaitement idéal. La gestion de la crise du Covid, par exemple, montre que les sociétés nordiques ont une approche communautaire où la liberté individuelle s'accommode d'un certain collectivisme pour le bien commun. Bon. Un système peut-être un peu plus proche de ces modèles antiques. Si l'on veut s'en approcher, il faudrait peut-être regarder vers des systèmes d'éducation qui insistent sur discipline, force physique et liberté farouchement défendue. Pour cela, tournons-nous vers les écoles militaires par exemple, ou certains mouvements éducatifs alternatifs comme l'école Sudbury, prônant une approche de l'éducation où la liberté et la responsabilité individuelle sont des piliers centraux. Cette école Sudbury, Sudbury avec un Y si je prononce à la française si vous voulez aller vous renseigner, présente notamment aux États-Unis, s'inspire d'un modèle radicalement libre où les élèves décident entièrement de ce qu'ils apprennent, ce qui peut mener à bien d'autres dérives beaucoup trop libres. Voilà, vous voyez de quoi je veux parler, je pense. L'idée est de former des individus capables de penser de manière indépendante et de résister tout à la fois à toute forme de conformité sociale imposée. Cette approche pourrait correspondre à l'idée d'une liberté absolue, mais elle manque peut-être de la composante martiale ou d'entraînement physique. Conclusion. Quel modèle pour l'avenir où l'on ne se laissera pas faire? Si l'on cherche un système éducatif qui forme à la fois l'autonomie, la liberté de penser et la force mentale tout en étant cohérent avec les réalités contemporaines, la Finlande offre une bonne base avec son équilibre entre performance académique et autonomie. Toutefois, un retour à une éducation plus spartiate ou tournée vers l'exercice d'une liberté absolue, comme dans certains établissements alternatifs, pourrait compléter ce modèle pour ceux comme moi qui rechercheraient à renforcer un esprit de résistance de la part des élèves face aux contraintes extérieures. En fin de compte, la réponse à la question dépend de l'équilibre que l'on souhaite entre liberté individuelle et cohésion sociale. Le défi est de trouver un système éducatif qui permet non seulement aux individus de résister à ce qu'ils perçoivent comme une atteinte à la liberté, mais à la fois de les équiper pour faire face aux défis du monde moderne. Et surtout développer un caractère sans faire que ce caractère-là soit dévoyé pour en faire des relous qui ne veulent plus rien apprendre. Donc, très difficile de trouver ce juste équilibre. Partie citation. Still no jingle to speak English. Cadeau pour aujourd'hui. Triple citation de mon ouvrage préféré en ce bas monde, dont je viens de terminer la relecture. Ces 3 citations viennent de l'ouvrage Les Trois Mousquetaires que je viens de terminer. Je vais réattaquer le 2e et le 3e tome. Ces 3 citations expriment des visions marquées par l'honneur, la fatalité et une certaine sagesse face aux épreuves de la vie. Ces répliques sont révélatrices de la philosophie stoïque des personnages et de leur manière d'affronter le destin. Première citation d'Athos, mon mousquetaire préféré. Amis, sois homme, les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent. Cette citation d'Athos reflète une vision rigide de la masculinité et de l'honneur dans un contexte de vengeance. Athos, en parfait mousquetaire, incarne la noblesse d'esprit et l'obligation de rendre justice par l'action. Pour lui, la douleur n'est pas une faiblesse à montrer, mais un moteur pour la vengeance. Cette phrase suggère que dans son monde, la réaction virile face à la perte est le combat, tandis que les larmes sont perçues comme le domaine des femmes. Elle résonne d'une manière qui, tout en pouvant paraître dépassée pour certains aujourd'hui, reflète l'importance de l'honneur dans le code de l'époque, que nous devrions tant retrouver. Ma citation préférée, toujours d'Athos, la vie est un chapelet de petites misères que le philosophe égrène en riant. Je la trouve merveilleuse et
parfaitement imagé et que j'aime la plume de Dumas. C'est un bonheur de relire ce bouquin, c'est génial. Ici, Athos révèle une philosophie plus profonde et plus détachée. La métaphore du chapelet renvoie à l'idée que la vie est une succession d'épreuves, de petites souffrances quotidiennes qui ne peuvent être évitées. Vous savez, il y a une autre citation que là tout de suite je n'ai plus en tête, mais que un bon moment n'est qu'une passe entre deux mauvais moments et que l'on peut retourner pareil en disant qu'un mauvais moment n'est qu'une mauvaise passe entre deux bons moments. Toutefois, le philosophe Athos révèle une philosophie profonde et détachée. La métaphore du chapelet renvoie à cette idée que la vie est une succession d'épreuves qui ne peuvent être évitées. Le philosophe fait face à ces épreuves avec le sourire, non par naïveté, mais par sagesse, sachant que les bons moments viendront. Athos, marqué par ses expériences, adopte une posture stoïque. La souffrance fait partie de la condition humaine, et la meilleure réponse à celle-ci est d'en rire pour ne pas sombrer dans le désespoir. Cette citation offre un regard léger et ironique sur la vie, comme une série d'épreuves à accepter avec grâce et humour. Enfin, petite citation de D'Artagnan. Je ne tiens pas assez à la vie pour craindre la mort. Cette phrase de D'Artagnan est emblématique du courage sans faille du mousquetaire. Elle souligne une indifférence apparente à la mort, face à la mort, car pour lui la valeur de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans ce que l'on en fait. D'Artagnan, toujours prêt à risquer sa vie pour l'honneur, quitte à mourir jeune, ne mourra pas sans avoir rien accompli. Justice ou amitié, il incarne l'idéal chevaleresque où la peur de la mort est dépassée par l'engagement total dans l'action au service de son souverain et de ses idéaux. Ce dédain du danger le libère de toute entrave morale, renforçant son audace et son héroïsme, et nous devrions tous nous en inspirer. Il révèle une sagesse martiale, fataliste, qui voit la mort non comme une fin tragique, mais comme une possibilité de mourir dans l'honneur et en homme d'honneur. Ces trois citations, chacune à leur manière, tissent une vision héroïque et philosophique de la vie chez les mousquetaires. Elles magnifient des valeurs comme le courage, la résilience et une acceptation lucide des épreuves, tout en illustrant la force morale nécessaire pour affronter la souffrance, le destin et la mort. Enfin, voilà votre jingle. Petite expression, l'ordre du Saint-Esprit. Restons chez Dumas à l'époque de Louis XIII. L'ordre du Saint-Esprit, fondé un peu avant Louis XIII par Henri III, est l'une des distinctions les plus prestigieuses de l'Ancien Régime en France. Créé pour récompenser les plus hauts dignitaires du royaume et les services rendus à la monarchie, il s'agissait d'un ordre chevaleresque destiné à honorer la noblesse de l'épée et du clergé. Le Saint-Esprit surpassait même l'ordre de Saint-Michel, fondé un siècle plus tôt en termes de prestige. Composé d'un certain nombre restreint de chevaliers, une petite centaine, l'ordre du Saint-Esprit incarnait l'élite sociale et politique de l'époque. L'insigne de l'ordre, une croix argentée à 8 branches avec une colombe au centre, symbolisait à la fois la grandeur spirituelle et la dévotion chrétienne. Les chevaliers devaient prêter serment d'allégeance au roi et à la foi catholique. Avec la Révolution française, l'ordre du Saint-Esprit fut aboli, et bien que restauré sous la Restauration, il perdit progressivement de son influence jusqu'à disparaître définitivement, tristement, en 1830. Son prestige était tel qu'il devint un symbole ultime de la fidélité à la monarchie et à la religion catholique. Petit parallèle avec la Légion d'honneur. Nous pourrions établir un parallèle avec la Légion d'honneur créée en 1802 par Napoléon. Si cet ordre républicain vise à honorer des individus ayant rendu des services éminents à la nation, il a au fil du temps suscité des critiques en raison de certaines attributions perçues comme injustifiées. Vous savez de qui je parle, il n'y en a pas qu'un, mais voilà. Le cas de personnalités controversées recevant cette distinction a renforcé l'idée que la Légion d'honneur peut être dévoyée, s'éloignant de son objectif initial d'excellence et de service méritant. L'ordre du Saint-Esprit, lui, était exclusif et accordé à un cercle très restreint d'élite, ce qui en préservait la dimension d'honneur. Cependant, il reste un modèle ancien, monarchique et aristocratique.
La Légion d'honneur reflète la diversité de la République, n'échappant pas aux critiques du favoritisme et d'attributions discutables. Conclusion de ce podcast, parents, votre rôle est d'inculquer des valeurs saines, de laisser vos enfants être naturellement curieux d'apprendre, d'enrichir leur monde, de veiller à leur sommeil, alimentation, temps d'écran et communiquer avec leurs profs. Notre rôle à nous, profs, il est bon de le rappeler et d'aider à la formation des valeurs saines et naturelles. Plus tard, nos élèves pourront faire leur choix personnel en responsabilité, n'est-ce pas? Mais notre rôle est de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être avec l'aide de leurs parents et de l'ensemble de la communauté éducative. Et enfin, ce sera notre plus bel objectif, à savoir devenir, soyons, formons et restons communauté éducative soudée. Je redis en espérant l'avoir transmis au travers de ce 5e ou 6e podcast, je suis prêt à discuter d'absolument tout. Force, intelligence, culture, spiritualité, nature, honneur. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, même si je ne poste rien. Je vous conseille simplement d'écouter cette émission. Et oui, j'ai autre chose à faire, les loulous, mais j'espère tout de même que ce podcast vous aura plu, vous aura appris des choses. N'oubliez pas que rien ne sert d'être gauche, sans cesse il nous faut faire preuve de droiture. Soutenez-vous le vocabulaire millénaire du Kalos Kagatos, de l'harmonie, de l'équilibre, du respect des anciens, même dans les erreurs qui devraient nous permettre de grandir, ou le gauche, vocabulaire de la gauche molle, physiquement et mentalement, qui a entre 20 et 60 années d'existence au maximum. Choisis ton camp, camarade, si tu respectes tes ancêtres. Tu ne devrais pas avoir la prétention de tout savoir mieux qu'eux. Pour commencer. À bientôt les amis.